Bonjour à tous et bienvenue à Sainte-Atouine-du-Sarlac. Je m'appelle Eric et je suis en compagnie aujourd'hui de Chewbacca et de... Nico. Jesse. Marco. Hugo. Et nous avons un invité spécial avec nous, Hugo, que nous allons interviewer aujourd'hui en direct de la France. Et d'ailleurs, Hugo, on doit te dire en début d'épisode qu'on a un message de FX et il te fait dire que ton beau minois lui manque beaucoup. Sur ce, avant de bombarder Hugo de questions, on veut prendre le temps de remercier tout le monde qui ont commencé à nous écouter, à nous suivre sur nos différentes plateformes. On est déjà rendu à une centaine d'abonnés. Merci beaucoup. On a beaucoup plus de vues que ce qu'on s'attendait avec notre projet initial. On est vraiment content de vos commentaires, de vos réactions. Merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. On continue à s'amuser, à s'améliorer, à vous fournir des belles discussions sympathiques et pertinentes. Euh, Juste un petit rappel qu'il reste de la place au tournoi du Canadian Tabletop Championship les 24 et 25 mai prochains à Ottawa. On est une vingtaine d'inscrits, si je ne me trompe pas. Il y a de la place pour 32 personnes. Ça serait le fun de voir des nouveaux visages, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Tournoi de 2 jours, c'est pas très dispendieux. C'est à Ottawa et nos hôtes sont très sympathiques. Et également, réservez à votre agenda les week-ends du 18, 19 et 25-26 octobre prochain. Ce sera la quatrième édition du Saint-Laurent Open que j'aurai l'honneur d'organiser avec mes collègues. Et on ne sait pas encore ça va être lequel des 2 week-ends pour Légion. On va le savoir dans les prochains jours, mais ça va être un de ces 2 week-ends-là. Donc, mettez ça à votre agenda et on va vous donner plus de détails dans le futur. On va avoir, bien entendu, Star Wars Légion, mais il va y avoir Armada, X-Wing, Marvel Crisis Protocol, A Song of Ice and Fire et War Machine et peut-être d'autres choses d'ici là. Sur ce, Nico, par la gomme et explique-nous qui est ce sympathique personnage. Je vais laisser se présenter. Qui êtes-vous, monsieur Hugo? C'est une question existentielle. Qui suis-je? Moi, c'est Hugo. J'ai 37 ans. Je suis un joueur de figurines depuis très récemment, en fait. Pour être honnête, à part avoir joué à du Seigneur des Anneaux quand j'avais 15-16 ans, je pense que c'était mon premier wargame. J'ai vite arrêté parce que j'avais pas l'argent pour faire du wargame à cet âge-là. Et je me suis mis à jouer à Légion, je pense, à la sortie des kits des 3e et 4e factions. Donc à la sortie de la boîte CSI clone, je me suis mis au jeu. Voilà, donc ça c'est niveau jeu. Sinon, on a eu la chance de passer un bout de vie ensemble parce que au niveau professionnel, je suis parti m'installer à Montréal pendant 2 ans et demi. Et du coup, j'ai pu jouer à Légion là-bas. J'ai pu commencer même quasiment à jouer à Légion. Mes premières parties étaient faites à Montréal. Et ensuite, je suis rentré il y a maintenant 2 ans en France. Et j'ai poursuivi en fait à jouer mes envies de jouer à ce jeu-là en découvrant un petit peu la communauté française et en faisant des tournois par-ci par-là depuis 2 ans en France. Okay. Mais t'as pas juste joué à Montréal. T'as fait d'autres trucs aussi. J'ai aussi profité, disons, ou pas profiter, mais plutôt lutter contre le Covid à ma manière. C'était très frustrant de se plonger dans un nouveau jeu en période de Covid. Alors ça a commencé avec Eric que j'ai trouvé sur un groupe Facebook où on a commencé à se faire des parties, voilà, pendant que c'était plus ou moins légal de se retrouver en petit comité, et ensuite avec la vraie envie une fois que tous les verrous ont sauté, d'essayer de créer une communauté autour du jeu Légion sur la scène montréalaise.
Alors c'était en fait à la base l'envie c'était juste de rejoindre une communauté de Légion comme il y en avait pas vraiment et qu'il y avait quand même si des groupes, des joueurs et des choses comme ça, mais qui jouaient plutôt un peu par-ci par-là, c'était de voir si on pouvait pas organiser quelque chose de plus stable et on s'est très rapidement retrouvé une dizaine dès les premières semaines. Il y a eu quand même beaucoup de gens qui étaient motivés. Donc ça a pas été super compliqué à mettre en place. C'est marrant, on en parlera peut-être dans les différences Montréal-Paris, mais on pourra en parler de ça aussi. C'est que en plus l'Abyss, qui a l'honneur d'accueillir et de nous avoir soutenus dès le début, c'est un lieu magnifique pour jouer en fait. C'est un lieu qui est immense, dans lequel on peut boire, on peut manger. Tu peux jouer juste pour une conso. On en parlera à Paris, c'est une galère. Donc c'est vraiment voilà, il y avait le lieu idéal, une communauté de gens géniaux d'entrée, et du coup ça a été assez facile et un troisième point intéressant, et surtout le support d'Asmodée. Je pense qu'il faut que vous vous rendiez compte de la chance que vous avez au Québec d'avoir accès à des kits de tournois, des choses comme ça. Nous en France, c'est une horreur pour avoir accès à ce genre de choses-là. Donc en fait, il y avait quand même tous les éléments réunis, c'est-à-dire un lieu, des supports pour aller faire des tournois et avoir des petits goodies à donner aux gens pour motiver les gens à se déplacer, et puis une communauté de gens très motivés. Donc il y avait quand même tous les éléments pour que ça marche. Et du coup, je suis assez content de voir que voilà, il y a toujours cette communauté qui vit autour de Montréal et qu'elle est entre de bonnes mains maintenant, et donc super cool quoi. Ok. Ça fait pas juste vivre et survivre là. C'est ça. J'ai envie de dire ça thrive plus que jamais là. À chaque année, on a tout le temps des quasiment des dizaines de nouveaux joueurs qui rentrent. Puis on a des bons joueurs aussi, on compétitionne les top mondiales. Oui, ça, je m'en rappelle. Je pensais que j'étais bon au jeu. Je pensais que j'étais bon au jeu parce qu'au début, je pense qu'on découvrait tous le jeu, et en fait, on a quand même tous évolué aussi ensemble. Et je gagnais beaucoup au début. Et un jour, j'ai rencontré un joueur qui s'appelle Josh Bobette, qui est venu innocemment faire une partie. Et qui m'a éclaté en fait, et qui m'a fait découvrir en fait voilà ce que c'était vraiment le haut niveau, et quelqu'un qui était donc il y a quand même des gens voilà dans la scène aussi québécoise, donc qui ont un très bon niveau, et je pense que ouais, j'aurais du mal à comparer entre la France et le Québec, là où il y a le plus fort niveau, mais on a juste à citer la Star League, une des premières Star League où on avait une finale SAF contre Bobette, France versus Québec, qui s'était joué en live dans un match assez tendu. C'était super intéressant. D'ailleurs, on s'est débarrassé de Josh. Il a décidé d'avoir des enfants, puis on le voit plus. Donc, ça a laissé de la place à d'autres pour évoluer et grandir. Mais on l'invite à revenir au jeu dès qu'il le pourra. Mais ça a l'air que c'était plus difficile. Mais oui, on a eu d'autres nouveaux qui sont joints, puis le niveau a continué de s'améliorer. Puis, mais en plus, c'est ça pour nos auditeurs, spectateurs. Nous, c'était grâce à Hugo, Nicolas, moi et d'autres. On a parti le groupe des Records perdus. Puis Hugo était de ces gens qui cherchaient des noms et comment on peut s'appeler. Puis fait que c'est un peu pour ça aussi là, qu'on l'a invité aujourd'hui, parce qu'on le connaît depuis un moment. Puis en même temps, c'est intéressant. Tu as connu notre réalité, tu nous as aidé à la bâtir. Puis là, tu fais peut-être des choses similaires, ou en tout cas, tu as ton vécu français. Donc, ça va être intéressant de faire le pont comme ça avec nous. Donc, encore une fois, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Je vais juste rebondir rapidement sur. Tu parles du support de Asmodée comparé à Québec et France. C'est quoi la grosse différence? T'as zéro support en France, ou c'est genre compliqué de l'avoir? Alors, je vais pas parler de la France parce que j'ai pas la vision. Je pense qu'il y a quand même des choses qui se passent. Moi, je sais que j'ai eu des échos de beaucoup de gens qui s'approvisionnaient en Angleterre sur les kits. Mais disons que dans la scène parisienne, j'ai passé 2 ans à essayer de faire la même chose que j'avais fait à Montréal. Je suis arrivé à Paris.
pas de groupe qui joue. Il y a des joueurs, hein. Il y a beaucoup de joueurs, mais pas de groupe qui joue. Du coup, j'ai cherché un lieu, un lieu pour faire la même chose qu'à l'Abyss. Le seul lieu qui était capable d'accueillir des gens, c'est le French Wargame Café. Vous connaissez peut-être, Ouais. hein, dans le monde de la figurine, c'est une chaîne YouTube qui est assez connue de Warhammer en France. Donc, c'est vraiment beaucoup de Games Workshop, hein. Quand on y va, et c'est à peu près, je pense, je dirais 12 ou 13 dollars canadiens par joueur pour venir jouer. Mm. Donc ça fait quand même juste la table, hein. C'est-à-dire que la table, elle est à 24 dollars canadiens si vous êtes deux, et c'est juste la table. Donc après, vous la réservez pour la soirée, mais c'est quand même un petit budget, quoi. Donc c'est difficile pour trouver des joueurs qui vont mettre, on est aux alentours de 50 dollars par mois pour venir, pour si tu viens toutes les semaines pour venir jouer, quoi. Donc déjà ça a été assez restrictif. Malheureusement, à Paris, il y a très peu de locaux et tout est cher, donc. Mais bon, après, on s'est dit, bon, bah, au moins peut-être organiser des tournois. Et en fait, donc pour avoir accès à des kits, c'est pareil, hein, chez vous, hein, mais vous avez Lyon Rampant, hein, qui permet de commander des kits directement super facilement. En France, quand je suis passé par une boutique, c'était impossible pour eux d'avoir accès aux kits de tournoi. Donc j'ai trouvé une boutique qui acceptait de nous sponsoriser tout en n'ayant pas de joueurs chez eux parce qu'ils n'avaient pas de table, donc ils acceptaient de commander les kits pour nous. Et en envoyant des mails, on a envoyé, je pense, une dizaine de mails à Asmodée, à plusieurs personnes, leurs contacts, etc. Je crois que la première réponse qu'on a eue, c'était genre 8 mois après, sur un mail qu'on avait envoyé, où on nous disait que la personne en charge, finalement, était malade ou quelque chose comme ça. Mais bref, ça fait 2 ans qu'on essaie de commander des kits, donc on a 0 réponse d'Asmodée et aucun moyen d'y avoir accès. Alors je sais qu'en région, moi j'ai déjà croisé des joueurs en tournoi qui ont des cartes de promo, des choses comme ça, donc c'est qu'il y a des gens qui y ont accès. Mais disons que nous, voilà, en essayant de bombarder des gens et en essayant de faire vivre le jeu, c'était un peu compliqué. Après, je voudrais pas parler en la place des autres gens. Je sais que voilà, on a eu quand même le plus gros tournoi du monde avec les championnats de France, alors qui a sans doute été battu depuis, mais en fait il y a des choses. Et Asmodée reste une boîte française. Asmodée reste une boîte française aussi, donc on s'attendrait des fois à se dire bon bah, on devrait être plutôt bien servi en France. Mais il y a quelques complications en fait, je trouve, sur la scène Légion. Là où côté Québec, c'était en 3 clics, c'était bon. Quand on a fait la première organisation du SLO, on avait des contacts directs chez Asmodée, des gens qui nous envoyaient des lots qui étaient super ouverts et qui nous ont fait confiance avec quand même un Worlds Qualifier qui était notre premier tournoi. C'est quand même ça qui est assez fou, hein. C'est qu'en général, on attend 2-3 éditions d'un tournoi avant que ça puisse passer en Worlds Qualifier. Nous, Asmodée Canada nous a fait direct confiance. Donc c'est juste un peu frustrant, moi en tant que, voilà, en ayant vécu l'expérience à Montréal et en essayant d'avoir refait la même chose dans Paris, là-dessus j'ai juste abandonné, quoi. C'est ça qui est dommage, quoi. J'ai juste abandonné. Je me suis retrouvé, je suis passé d'une communauté où j'allais jouer avec, comme on se disait, une dizaine de personnes toutes les semaines et on se retrouvait, c'était cool, à un jeu auquel je peux jouer que si je me déplace chez quelqu'un ou quelqu'un se déplace chez moi, c'est plus ponctuel. Et je pense que ça suivra un peu dans la conversation, c'est peut-être aussi une des raisons qui font qu'aujourd'hui je joue beaucoup moins à Légion qu'à d'autres choses. Et c'est dommage en fait. Donc je pense qu'on est un peu aussi la preuve que de ne pas soutenir sa communauté, ça peut entraîner aussi des fois des baisses sur la motivation des gens à participer à des choses. Mais il y a énormément de belles initiatives en France, hein. Il y a quand même des tournois, des choses comme ça. Et les gens n'ont pas forcément besoin de ces choses-là pour faire des tournois. C'est ça aussi important, hein. On n'est pas obligé d'avoir des jolies cartes alternatives pour le faire. Mais c'est vrai que côté organisateur, c'est un peu frustrant de mettre de l'énergie et du temps dans ces choses-là. Et voilà, c'est des bouts de carton. On leur demande pas grand-chose non plus là-dessus, sur des choses comme ça. Donc, Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, quand nous, on a la chance de passer avec l'Abyss qui, avec les distributeurs canadiens, c'est pas compliqué. Mais il y a beaucoup de strates, il y a beaucoup d'étapes pour se rendre à ces choses-là. Tu sais, il y a AMG qui crée des choses, mais c'est une créature d'Asmodée, la grosse corpo qui a été rachetée par un ou deux autres. Puis là, après ça, il faut qu'ils distribuent ça dans le monde. Des distributeurs qui sont par pays, par continent, par sous-région.
Après ça, il faut que les boutiques sachent de quoi on parle. Ça fait beaucoup d'étapes. Nous, on a la chance à Montréal que notre boutique locale sait à qui poser les questions, puis on les a. Quoique souvent, c'est peux-tu me commander tel genre de kit? Ah, je suis pas sûr, on va voir. Mais après ça, j'en reçois 4, là, tu sais, puis c'est facile. Mais aux États-Unis, des fois, j'ai des échos que dans certains États, c'est le bordel, comme ce que tu nous décris, là, que d'avoir des kits, alors que tu te dis, ben, tu sais, Asmodée aux États-Unis, ça doit être big, là, tu sais, c'est avec ancien FFG, toutes ces choses-là. Puis comme tu dis, Asmodée, initialement, c'est une corpo française, c'était en France, ça devrait être facile. Ça dépend beaucoup de trop de choses, effectivement. C'est la même branche qu'on a, nous, et aux États-Unis, c'est une branche qui s'appelle Asmodee North America. Donc ça devrait. Tu sais, tu te dis ça devrait être plus ou moins similaire entre les États-Unis et le Canada. Puis tu te rends compte que non. Et du coup, ça m'avait fait gentiment rire, hein, leur présentation. On a eu une présentation il y a un mois ou deux là de AMG hein, qui disait voilà, on met le paquet sur les boutiques, on fait des kits pour les initiations des joueurs. Et, tu vois, en plus la boutique avec laquelle je travaille, tu sais, il y a une sorte de Asmodee partnership, un truc comme ça où en fait ils sont censés avoir. Puis, tu vois, je suis le lendemain de la presse de AMG parce qu'ils avaient l'air de dire que, je sais pas si vous les avez reçus ça, mais je crois que sur les Riot et la Sleeper là, ils avaient dit qu'il y avait des cartes pour encourager les gens là. Vous les avez eu vous ça à la bise? Non. Moi, je les ai eu à Sherbrooke. Je les ai même, j'en ai déjà de couple chez nous. Là. Et donc moi ça m'a fait rire parce que le lendemain j'étais à ma boutique, j'étais là mais vous avez reçu des trucs, vous avez été au courant, est-ce qu'on vous en... ils étaient pas au courant de ce truc-là. Donc des fois après c'est un peu difficile hein, parce que c'est vrai ils ont tendance à avoir une vision qui est très centrée sur les États-Unis en fait hein. Donc les États-Unis c'est le monde et ensuite le reste c'est on peut voir ça avec les Worlds hein, qui ont toujours été organisés aux États-Unis et seulement. Mais c'est vrai que je trouve les initiatives super. C'est très bien cette idée de donner 2 cartes promo quand tu vends tes paquets pour faire une journée de jeu, pour faire grandir ta communauté, c'est chouette. Et c'est pas des trucs qui coûtent cher à produire, quoi. C'est des cartes. Mais essayer de c'est même pas à eux de faire l'effort d'aller démarcher, c'est que nous on les démarche. En fait, c'est nous on les contacte, nous on prend la peine, on leur envoie des mails, on leur dit c'est ça, on est là, c'est bon. Tu vois, ils ont pas besoin d'aller démarcher les boutiques, les boutiques viennent vers elles. Donc il y a quand même un peu d'espoir hein, parce que le fait qu'ils fassent des présentations là-dessus, peut-être qu'en effet c'est quelque chose sur lequel ils vont investir et ça serait bien. Mais si je fais un parallèle avec un jeu qui n'a rien à voir, hein, mais un jeu sur lequel je joue beaucoup en ce moment, c'est Star Wars Unlimited. Voilà. Ah, Ouais, c'est ça qu'ils ont présenté, ok, tu vois. C'est très joli. Très cool. C'est les vieilles cartes. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent pas, c'est des cartes promotionnelles, des Sleeper Cell, des Riot, avec les vieux formats que je présente. Oui, aussi, ça. Et moi là, je suis passé, hein, j'ai découvert aussi en parallèle des jeux de figurines les TCG avec Star Wars Unlimited, qui est et en fait, je découvre un monde incroyable, quoi. Je découvre des kits de tournois qui sont partout. Il y a dans Paris, il y a 15 tournois par mois avec des kits qui sont distribués par et c'est Asmodée aussi en fait. C'est ça qui est fou, quoi. C'est que et la communauté elle vit quoi. La communauté elle vit. C'est des choses qui sont pas super chères à produire. On n'est pas sur de la figurine, on est sur des cartes en carton. Mais le fait d'avoir ces systèmes-là, je vois que ça motive énormément de gens à aller faire des sessions d'initiation, faire des choses comme ça, de repartir avec un petit goodies. Et pourquoi pas m'acheter derrière un paquet ou une boîte de figues ou un truc comme ça. Et c'est vrai que, tu vois, au sein d'une même boîte, hein, parce que les deux sont gérés par Asmodée aujourd'hui, il y a deux politiques qui sont différentes et c'est un peu dommage là-dessus. Mais voilà, ça c'est moi qui me plaint, mais en tout cas... je trouve quand même que malgré tout ça, la communauté en France, elle vit bien, en tout cas en région, peut-être pas sur Paris, mais et il y a beaucoup d'événements et d'initiatives qui sont prises qui sont super cool, dont les championnats de France, qui est un système super intéressant, qui est géré par l'Iron Squadron. Je vais leur faire un petit shout-out parce que c'est quand même des gens qui font vivre la communauté française au quotidien. Et puis voilà, c'est un peu ma vision sur ce que j'essaie de faire depuis 2 ans sur Paris. Est-ce que d'autres réussissent mieux ailleurs et tant mieux. C'est intéressant parce que nous, comme tu dis, nous, c'est facile. On est chanceux d'avoir accès à ces kits-là puis de recevoir toutes ces choses-là. Puis
je sais pas si c'est. Tu sais, comme tu dis, vous êtes sûrement pas la seule communauté qui n'a pas accès à ces affaires-là. Donc, ouais, je sais pas, s'il y a d'autres mondes qui nous écoutent et qui vivent la même chose dans d'autres régions, n'hésitez pas à laissez-le savoir. Peut-être que plus on est de gens à se plaindre, peut-être qu'éventuellement on va se faire entendre. Intéressant. Alors, ce qui est assez intéressant, juste pour ajouter, il y a une sorte de petite solidarité intra-pays, parce que interpays, je vais dire plutôt, parce que alors une chose qu'ils ont fait de bien, c'est le fait que ces kits soient multilingues maintenant. Et du coup, aujourd'hui, il y a une des solutions de contournement, c'est nous qui, organisateurs de la scène, allons acheter sur des plateformes des cartes à des Espagnols, à des Italiens, genre on vous envoie les cartes espagnoles, vous nous envoyez les cartes françaises, ou bah, nous on n'en a pas, donc non mais je veux dire, en fait voilà, les gens ils prennent l'anglais parce que l'anglais c'est un peu international, ils prennent la langue de leur pays, et après en général ils vendent des kits, donc il y a moyen de récupérer des choses comme ça pour ensuite essayer d'alimenter un peu la communauté locale, mais ça demande de passer par des moyens détournés en fait, et d'investir de notre propre argent sur ces choses-là. Mais voilà, il y a quand même des choses qui se mettent en place aussi là-dessus. Ouais, Tant ça c'est mieux, vrai. tant mieux. Puis tu vois, même moi, je suis sur un Discord d'organisateurs de Légion, de tournois et autres, un peu internationaux. Puis dernièrement, j'ai envoyé des cartes anglophones qu'on avait en extra ici à Montréal, soit de Store Kit ou même de Grand Tournament, parce qu'on en avait trop de l'année passée. Puis, tu sais, j'ai fait des heureux dans au Manitoba, puis dans 2 États américains, qu'eux, ils n'avaient pas accès à ça. Puis ça les a fait triper, même avec la nouvelle édition qui s'en venait. Puis je leur ai juste dit, bah, gars, moi, je te les envoie par la poste, donne au suivant. Tu sais, je les ai pas vendus, juste fait, tu feras plaisir à quelqu'un un jour. Puis à l'inverse, ben, j'ai lancé un appel de, hey, si vous avez des cartes francophones, puis vous allez les mettre au recyclage, là, tenez-moi au courant. Au pire, je paierai peut-être les frais, moi. Puis peu importe, là, tu sais. Puis il y a des gens qui ont dit, ah, je vais regarder avec mes boutiques. Bon, après ça, il faut y aller au quai des boutiques. Puis ça va probablement faire des recyclages pareil, mais on sait jamais. J'avais une petite question pour toi, Hugo. Et, je sais qu'il y a 2 gros organisateurs en France. Il y a Letchai, Nicolas, je crois que c'est ça son nom. Et tu as Martin, Nos Chaussettes. Et ils sont pas sur Paname du tout. Martin, il me semble qu'il est dans l'ouest de la France. Désolé Martin, Ok. hein, si jamais tu nous écoutes. Je sais que Lecha, il est dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc Ok. ils font tous les deux partie de l'association Iron Squadron en français ou Iron Squadron en anglais. Ok. Donc c'est quand même un comité en fait d'organisateurs qui ont l'historique un peu, c'est qu'on avait surtout Toto Lastico, qui était lui un fou de l'organisation et moi je suis arrivé, il était déjà bien en place, donc j'ai pas tout l'historique, mais en tout cas il avait vachement contribué à l'organisation du championnat de France, et pour des raisons personnelles et surtout je pense que ça bouffe une énergie monstrueuse d'organiser ces choses-là, il avait décidé de se retirer. Et pour pas que la scène se retrouve vide, il y a eu cette initiative en fait d'essayer de créer une association, d'essayer d'alléger en fait et de partager les tâches de l'organisation de ce type d'événement entre plusieurs personnes. Et c'est des gens vachement impliqués un peu aux 4 coins de la France qui ont pris le relais. Donc voilà, c'est eux qui ont organisé le championnat de France de cette année. C'est eux qui ont mis en place, on a en place un système en France de qualification pour les championnats de France. Donc on peut participer à des tournois, que ce soit en ligne comme la Star League ou des tournois en vrai, pour essayer de remporter des tickets d'or. Ces tickets d'or vont permettre ensuite d'être automatiquement qualifiés au tournoi du championnat de France. Alors, je sais pas quelle est la formule cette année, peut-être que c'est moi qui ne suis pas au courant, mais l'année dernière, en fait, il y avait une version maître du championnat de France qui était réservée exclusivement aux gens qui avaient un ticket d'or, donc des gens qui s'étaient qualifiés en performant dans des tournois. Et ensuite, on avait une version, la version des chevaliers, qui était ouverte à tout le monde sur inscription. Et voilà, je sais pas si le modèle va évoluer, mais en tout cas c'était intéressant. C'était similaire à l'Invaders League, pas l'Invaders League, Las Las Vegas. Vegas, c'est ça. Au Las Vegas, où il y avait l'invitationnel, puis pour ceux qui pourraient connaître ça en Amérique du Nord. Il y avait l'invitationnel et tu avais, je pense, comme le top 32 du tournoi Open qui se rajoutait
au tournoi invitationnel aussi. Et je crois d'ailleurs, peut-être que je dis une bêtise, mais je crois que Martin avait réussi à négocier avec les organisateurs du LVO pour qu'il y ait des tournois français qui soient qualificatifs. Ah ouais? Ouais. Cool, ça. L'équipe Alors, de LVO était très, très down d'avoir des gens de partout dans le monde qui allaient, là, surtout quand l'année passée, on pensait que AMG avait cancellé les Worlds, puis que ça allait plus avoir. Tu sais, on a eu 2 semaines là, où c'était la fin du monde, puis World, c'est fini, AMG, c'est le démon. Puis là, t'as les gens qui ont fait nous autres, on va le faire nous-mêmes, là, avec le mime de Futurama, puis Bender qui dit nous, on va le faire chez nous. Mais finalement, il y a eu les Worlds, fait qu'il y a eu moins de gens au Las Vegas Open cette année, là, à l'invitationnel, que ce qui avait été prévu. Mais c'est le fun d'attendre qu'en France, il y a aussi, là, vous avez entendu parler de ça, puis qu'il y a peut-être eu un intérêt, peut-être. Ben, puis même, si on fait une parenthèse pour le Las Vegas, la série sur invitation, tout type de petit, grand tournoi à travers le monde peut s'inscrire. C'est un petit document Excel à remplir. C'est super simple. Moi, j'avais fait, même avec ton aide, Jessie, on l'avait fait pour le SLO l'année passée, puis un petit tournoi local. Fait que tu pourrais être au Chili, en Nouvelle-Zélande, puis tu pourrais gagner des points pour ça. Fait que c'est sûr qu'en France, ça peut se faire s'il y a moindrement d'intérêt. Puis ça fait une option de plus pour nos gens qui sont un peu plus compétitifs. Bon, après, il faut aller à Las Vegas. C'est ça. C'est pas sexy cher, ça. comme destination. Soleil, mais ça, je laisse à nos auditeurs leur opinion. C'est pas la destination la plus chère non plus. C'est pas si pire. Sur place, c'est fucking cher. Sur place, tout est cher, mais c'est comme ça qu'ils tombent. Les billets d'avion sont pas chers, les hôtels sont pas si chers, mais tout sur place coûte une fortune. Ça a l'air. Puis il n'y a rien là-bas, apparemment. À part les casinos, t'as rien à faire. Mais c'est pas grave, on s'en va là pour jouer à Légion. Oui. Là, on s'en fout. Eric, tu voulais parler du SLO, il me semble. Oui, Je trouve que tu as déjà abordé. Comme j'ai dit au départ, Hugo, tu as été des premiers idéateurs du Saint-Laurent Open ici à Montréal. Tu voulais t'assurer qu'on puisse avoir accès à un tournoi d'envergure sponsorisé par Asmodée ou AMG, peu importe. Puis c'est ce que tu avais réussi à faire avec la collaboration de nos amis de Québec. Puis cet événement-là a survécu après que tu sois parti. Moi, je l'ai repris pour Légion. Et puis, je voulais en profiter pour te remercier parce que nos participants ici sont bien heureux. Puis je voulais en profiter pour en parler un peu. Puis tu pourras peut-être nous poser des questions aussi, savoir comment c'est devenu ou est-ce qu'on a gardé la vision initiale ou non. Mais cette année encore, c'est ça, on est la 4e édition, si je ne me trompe pas. Si t'es parti 2 ans, ça aurait de l'allure. Puis on fait ça dans le fond sur 2 jours parce que cette année encore, on le fait à l'Abyss qui nous offre une salle gratuite. Donc c'est vraiment intéressant. Hugo le disait, ça coûte cher du pied carré en France, mais c'est vrai partout dans le monde de l'événementiel. Fait que d'avoir un endroit qui te fournit un service de bière et bouffe, cocktail, café, avec des espaces de jeu, des tables, tout le nécessaire, c'est pas commun. Fait que, encore une fois, on le fait là. Donc on le fait sur 2 week-ends parce qu'on peut pas accueillir toutes les T'as nommé plein de choses. Il y a d'autres choses que de la bière là-bas? Oui! Il y a des cocktails bébé Yoda, puis il y a plein d'affaires. Il y a du vin, en tout cas, plein de choses. Il y a des bubble tea, de la bonne bouffe, il y a plein d'affaires. Du monde sympathique. Les employés commencent à être habillés en cosplay, c'est bien parfait. Puis c'est ça. Puis initialement, la première édition, c'était juste les jeux d'AMG de Star Wars, donc Légion, Armada, X-Wing, puis là on est rendu avec 6 ou 7 jeux, autant d'AMG que d'autres choses pour essayer de faire grandir le monde des hobbyistes, puis tout ça. Fait qu'on a eu la chance d'être un Grand Tournament les 3 dernières années. Ça avait différents noms. Là. Cette année, malheureusement, on ne le sera pas, pour différentes raisons, mais c'est pas grave, ça va être cool pareil. Puis, tu vois, ça a passé de... Notre première année, si je ne me trompe pas, on avait 28 participants. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Hugo. Moi, j'avais été ton arbitre, ton juge, mais je pense qu'on était en bas de la trentaine. Jessie, je pense que c'était tu avais participé. C'était mon premier tournoi parce que j'ai fini 30e ou quelque chose comme ça. Je vais essayer au moins dans les 30.
Fait que, mais on était à peu près ça. La deuxième année, on avait monté à 44. Ouais. L'an dernier, vous étiez 30 participants, ça avait rebaissé, 32, quelque chose comme ça. Cette année, on pense avoir dans les mêmes chiffres potentiellement. Peut-être un On peu a la plus. présence d'Américains maintenant qui viennent, nos amis principalement du Vermont, un petit peu du Massachusetts, là, quelques joueurs de là, quelques joueurs d'Ottawa, de l'Ontario, puis notre belle communauté québécoise. Fait que ça, c'est très, très plaisant. Puis cette année encore, ça va être un 2 jours, 6 parties ou 5 parties. Là, tout le monde joue un maximum de parties jusqu'à temps qu'on ait un invaincu à la fin de 5 ou 6 matchs. Donc, tout le monde joue, pas de top cut d'élimination ou quoi que ce soit. Puis, l'an dernier, on avait réussi à donner juste pour les gens, je pense qu'on avait 3000 $ en prix avec nos commanditaires. Puis cette année, bon, on va essayer de faire la même chose. On verra ce qu'on réussit à obtenir, même si on n'a pas eu le support d'AMG. L'année passée, on avait des corps pré-peints, des kits de peinture, on avait plein d'affaires. Fait qu'on va continuer à faire ça. Puis c'est toujours des beaux événements. Le gros tournoi, on peut dire cette année canadien, puisqu'il n'y en aura pas d'autres gros, là, à part un à Vancouver, mais le tournoi de 2 jours canadien pour jouer à Légion, pour faire beaucoup de piou-piou. Donc, ça va être vraiment intéressant. Parfait. Est-ce qu'on commence à parler des différences France-Québec? Yeah! Moi, je suis vraiment curieux, là. On parle de chess clock en France. C'est une vraie chose? Utilisez-vous ça pour de vrai? Ah ça, ouais, justement, Jesse, tu fais bien en parler, c'est le sujet. Moi, je suis arrivé en France et tout le monde en sueur sur la chess clock. Hein. Mais moi, qu'est-ce qu'une chess clock, Hugo? Parce que moi, je connais pas ça. Là. Bah ouais, et en fait, je me rappelle la première fois où j'en ai entendu parler, c'est parce que il y avait eu dans les tournament regulations de Légion, il y avait nulle part écrit qu'il fallait une chess clock. Du coup, les premières réactions que j'avais eues en discutant avec les joueurs français là-dessus, c'était comment ça, il y a pas de chess clock, moi je fais pas de tournoi, c'est injouable, unplayable. Juste, pour clarifier pour nos auditeurs qui sont peut-être plus néophytes, une chess clock, c'est une horloge qui est traditionnellement utilisée aux échecs, où il y a 2 boutons dessus. Quand tu pèses sur un bouton, ça désactive ton temps puis ça active celui de ton adversaire. Puis le temps du tournoi, donc 2h30 de Légion ici, est divisé en 1h15 entre les 2 participants pour être sûr que peu importe ton activation, le temps que tu vas prendre, si tu vas à la salle de bain ou peu importe, le temps soit divisé équitablement entre les 2 joueurs. C'est ça une chess clock, au final. Là, ça a plusieurs enjeux dans la Légion, des choses qui sont positives ou pas, mais continue Hugo, là, en France, tu disais qu'il y avait des joueurs qui voulaient pas jouer à des tournois sans ça. Non, et tous les tournois que j'ai fait un peu compétitifs, du coup, je m'y suis mis à la chess clock. Au final, je comprends les bienfaits de la chess clock. Ça peut éviter des choses inconfortables qui sont liées au fait que moi, j'ai du caractère. Donc moi, un joueur qui prend son temps, il y aura pas de souci. Je vais le confronter, je vais appeler un judge, j'aurai aucun souci à gérer ce genre d'interaction si j'estime qu'en face de moi, il y a une mauvaise intention de slow play. Mais il faut reconnaître on a tous des caractères différents, qu'il y a des gens qui ne s'en rendent pas forcément compte. Il y a des gens aussi qui ne vont pas oser aller à la confrontation. Il y a des gens qui vont estimer que s'ils appellent un judge, qu'est-ce que ça va dire sur leur personnalité? Est-ce qu'ils vont passer pour quelqu'un de try hard ou de quelque chose comme ça? Donc, je vois aussi beaucoup en fait, pour moi, Légion est jouable sans la clock. Il y a un aspect un peu stressant de la clock qui te rajoute aussi un truc qui fait que tu penses déjà énormément de choses. De penser à la clock en plus de ce que je suis en train de faire, ça a été très dur pour moi de m'adapter parce que je planifie mon tour, le tour de mon adversaire, mon tour d'après, le tour d'après. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête au même moment. Et des fois, tu cloques pas, tu vois, et tu te retrouves à te faire cloquer sur une game. Il y a des choses une habitude qu'il y a à apprendre. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un bénéfice. Maintenant que j'ai joué avec, je vois le bénéfice sur le fait que tu peux éviter d'avoir des mauvaises interactions. Moi, j'ai une question pour toi là, par rapport à ça. Chess clock, dans Légion, on s'entend qu'il y a beaucoup de phases qui sont partagées. Au début, quand tu joues tes cartes de commandement, ou quand tu fais un jeu d'attaque, jeu de défense, quand est-ce que vous cloquez? Là? Nous, on connaît pas ça. Là. Fait qu'explique-nous les règles là, en France.
Et sous question, avant que tu répondes, parce que tu vas pouvoir faire la même chose, qu'est-ce qui arrive quand tu n'as plus de temps? Tu sais, est-ce qu'il y a une période de buffer? Est-ce que c'est t'as perdu? Est-ce que. Explique-nous ça, là. Alors, on va commencer par la question d'Eric. Tu ne lances que les dés à la fin. Quand tu n'as plus de temps, tu lances que tes dés de défense. Donc en fait, tu joues plus quoi quand t'es cloqué. Donc bonne chance. Si t'as pas sécurisé l'objectif et si t'as pas suffisamment d'avance ou quelque chose comme ça, bonne Tu chance. peux-tu dépenser des dodges? Tu peux-tu activer les stand-by? Ça, je peux même pas te répondre parce que ça m'est jamais arrivé. Moi, c'est juste des on-dit. Sur là-dessus. J'ai jamais été confronté. Les rares fois où j'ai été confronté à ça, on joue quoi. C'est-à-dire que en gros, moi, je suis dans un objectif où j'ai pas envie de gagner une partie grâce à la cloque. C'est pas mon objectif. J'ai envie de battre mon adversaire à plein potentiel. On s'entend. Des fois, il y a des oublis de cloque. En fait, même ça m'est arrivé plusieurs fois que mon adversaire soit cloqué. Je sais que c'est juste parce qu'il a oublié d'appuyer sur sa cloque. Je sais que c'est parce que des fois, j'ai joué sur son temps, parce qu'il a pas cloqué. Et en fait, j'ai jamais été confronté non plus à quelqu'un qui slow play jusqu'au truc et du coup après sanction, parce que là, ok, t'as plus de temps, c'est parce que tu slow play. Donc moi, c'est les rares fois où ça m'est arrivé, c'est parce que des gens sont un peu nouveaux, débutants. Il y a des fois, ils jouent des armées, voilà, avec plusieurs activations, ils hésitent. Et des fois, les trois quarts du temps, c'est juste qu'on est tellement pas automatique sur le truc que ils jouent. Des fois, on se rend compte qu'on a joué sur son temps. Donc normalement, d'après ce que je sais moi, et comme il n'y a pas de règle officielle là-dessus, c'est tu lances que tes dés de défense une fois que t'es cloqué. Pour ce qui est du carte de commandement, normalement on met en pause, mais à partir du moment où le premier joueur pose sa carte, on active la cloque de l'autre. Donc en fait, tu peux essayer de gagner du temps en jouant très vite ta carte de commandement et en activant la cloque de l'autre. Donc Après ça, normalement, est-ce que tu as le droit de la reprendre? T'as comme, finalement, je change d'idée, j'en joue un autre. il y a pas vraiment de règles. Moi, dans la pratique, on démarre la cloque une fois qu'on a joué tous les deux. Tu vois, moi, dans mes games que j'ai fait en championnat de France, on démarre la cloque à une. Voilà. Mais si tu voulais être face aux règles, tu poses ta carte de commandement, tu cloques. Mais il y a un côté agressif en fait de faire ça. Tu vois, je pose ma carte de commandement, j'ai pas envie de cloquer le mec et de le regarder dans les yeux. Tu sais, j'ai envie qu'on passe. C'est pas un peu épeurant ou intimidant pour un nouveau joueur qui déjà joue pas très vite, puis c'est pas dans l'intention de slow play qui joue moins vite, c'est qu'il connaît pas ses cartes, il connaît pas ses habilités. Puis là, c'est en plus tu y mets une pression de temps que tu lui dis ben si tu prends trop de temps, tu vas perdre la partie automatiquement. Tu sais, c'est. En fait, tout dépend de l'esprit dans lequel t'as. Alors, il faut, tu vois, le casual Legion, il n'y a pas de clock. Il y a des tournois que tu fais, des petits tournois de boutique, il n'y a pas de clock. Après, quand tu arrives en championnat de France, même en tournoi, en fait, ça va dépendre de l'état d'esprit. Si tu as envie d'être un con, tu peux être un con et tu vas lui mettre la pression. Si tu as envie d'être cool, moi, il y a des games que j'ai fait où j'ai dit au mec, si tu le sens pas, on met pas la cloque et on fait, voilà, il n'y a pas de sanction non plus là-dessus. Donc tout dépend de l'attitude des gens. Moi, l'objectif, c'est quand même qu'on passe un bon moment autour d'une table, même si c'est compétitif. Je veux que ça soit compétitif dans la bonne humeur. Je suis pas là pour. Mais d'autres, il y a des gens, ils sont compétitifs pour gagner. Et il y a aucun souci avec ça en fait. Chacun va vivre ce jeu de la manière dont il veut. Mais en effet, il peut y avoir un côté intimidant. Mais en général, ça se règle bien parce que. Je pense que naturellement, c'est plutôt les joueurs expérimentés qui orbitent dans les tournois qui vont avoir la cloque et les gens vont plutôt. C'est rare qu'un mec arrive en championnat de France pour son premier tournoi et qu'il soit. Mais je peux voir ça. Tu sais, je peux voir ça comme à Adepticon, il y avait énormément de joueurs qui étaient des locaux, qui faisaient juste venir parce que c'était le gros tournoi qu'il y avait dans leur région. C'est pas des joueurs très expérimentés, mais ils connaissent assez le jeu pour se dire ben, je vais aller jouer à ce tournoi-là, il est open pour tout le monde, pourquoi pas. Je suis d'accord avec toi, mais du coup, j'ose espérer que quand ça arrive, ça soit, on joue avec la cloque comme ça, il découvre la cloque, mais que son adversaire sera gentil. J'ose espérer qu'il sera bienveillant. Ouais. Mais en tout cas, sur les questions de Jesse, c'est vraiment la règle de la cloque, c'est comme ça. Et tu m'en avais posé une autre. Ah oui, pour les dés. Moi, moi, en général, c'est si j'attaque, je garde ma cloque chez moi, en fait. Vas-y, lance tes dés de défense, convertis, dépense tes dodges, c'est
13 secondes là qui vont me pénaliser. En général, je suis quelqu'un qui joue assez vite. Si ton adversaire fait la même chose à ses jets d'attaque, ça se balance. C'est ça, c'est ça. Ah oui, non, mais oui. Moi, si je prends tes jets de défense sur ma cloque et que toi, tu cloques quand je défends, j'arrête. Ça marche pas, là. Mais ça m'est arrivé dans des games, de voir ça, quoi. C'est-à-dire, je lance mes dés de défense et en fait, on m'a fait ça et j'ai découvert, parce que moi, j'ai appris sur le tas, en fait, la cloque. Donc moi, les premières games que j'ai fait, les mecs prenaient mes dés de défense sur leur cloque. Donc moi, c'est naturellement ce que je fais sur la mienne aussi avec des gens. Mais comme tu dis, ça se fait en général, ça se fait comme ça dans toute la game. Donc, mais j'ai découvert il y a pas si longtemps ça en tournoi quelqu'un qui me cloquait une fois qu'il avait lancé ses dés d'attaque. Donc je me suis dit ok, bah vas-y, je défends et je te recloque une fois que j'ai défendu. Et en fait, du coup, voilà. Est-ce que c'est celle-là la vraie méthode? Peut-être ça l'est. Si on était vraiment sur le plus compétitif friendly, ça serait de se dire je lance mes dés, tu regardes mon résultat, je te cloque, tu défends, tu choisis. Parce que des fois tu dois réfléchir si tu dois prendre ton dodge ou pas ton dodge. Donc ça me paraît logique que la cloque soit chez toi à ce moment-là. Mais voilà, c'est un peu confus. Il faut plein de bienveillance. Je suis d'accord qu'entre de mauvaises mains, ça peut être un argument qui peut décourager des gens, surtout si tu essayes de gamer le truc pour te favoriser ta victoire. Est-ce que, pour poursuivre dans ta réflexion, est-ce que ça fait en sorte que dans vos tournois qui utilisent ça, il n'y a personne qui finit une partie au temps limite de 2h30? Ou encore, il va y avoir 2 joueurs qui vont maxer les deux leur temps puis dire on s'est juste rendu à 3 ou 4 tours dans notre temps imparti. Moi, j'ai très peu de cas. Après, c'est parce que je joue pas des listes comme ça et j'ai pas l'impression que ça soit un cas super comment dire, super fréquent qu'il y ait des cloques, quoi. Qu'il y a des gens qui se fassent cloquer et que la game se joue sur. Il y a des games qui se jouent là-dessus, mais c'est que c'est des games qui sont très serrés et on est sur des choses vraiment, ça se joue à un fil et c'est vraiment. Mais j'ai pas vu trop de plaintes de gens qui disent on a fait un round et demi et le mec à la fin il cloque mais il gagne quand même, quoi. En général, les gens qui cloquent, ils perdent. En fait, moi j'ai Martin, notamment Martin, voilà, souvent, j'espère que je dis pas de bêtises, Martin, mais je sais que Martin, lui, il travaillait souvent sur le fait, en jouant Ewok, de pas se faire cloquer, parce que ça l'handicapait plus qu'autre chose là-dessus. Donc j'ai moins l'impression on est dans des systèmes où les gens game le truc, cloquent, mais ils gagnent quand même parce qu'ils ont tellement ralenti la partie qu'ils gagnent. J'ai l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un dans mon entourage s'est fait cloque, ça lui a plus nuit qu'autre chose. Donc le système, au final, il a l'air de fonctionner là-dessus, quoi. Juste pour avoir une idée de la différence entre la scène française et la scène québécoise, nous, je sais qu'au Québec, puis un peu plus large au Canada, parce que j'ai fait beaucoup de tournois dans le nouveau système en Ontario, quand l'été dernier, on a eu le changement, puis qu'on s'est adapté au nouveau système, il y avait beaucoup de parties qui finissaient autant autour du tour 3-4. Les gens, ils s'habituaient, ils n'étaient pas encore rodés là-dedans. Est-ce que vous avez eu un phénomène similaire en France? Je sais pas si c'est lié à la cloque, mais en tout cas, ouais. Sur la nouvelle version, moi, juste l'impression que j'ai eu moi, c'est que les games étaient finis beaucoup plus tôt que la cloque, en fait. Dans le sens où, ouais, c'est peut-être ce que tu penses aussi, Jesse, mais moi, je me rappelle les premières games de la nouvelle version où fin du tour 1 la game était finie, quoi. Alors on parle d'une époque où il y avait Bad Batch Yoda, mais 5-10 premières games de la nouvelle version, milieu du round 2 la game était finie. Dans le sens où c'était fini, quoi. C'était fini, il y a trop d'avantages, trop d'écarts. Donc c'était le temps que les gens s'adaptent et comprennent que il faut scorer des points, ou que si jamais tu fais cette erreur, ton adversaire s'envole et la game elle est finie. Ou aussi dans le cas de la République, à la sortie du jeu, parce que tu avais perdu déjà 8 activations en un tour et demi. parce que il y avait une létalité qui était quand même relativement incroyable au début de cette nouvelle version.
Donc au final, j'ai pas l'impression que cette question de temps soit vraiment un problème. On a quand même des joueurs, voilà, Za qui jouent Ewok, qui jouent des listes avec un nombre incroyable d'activations qui ne font pas face à ces problèmes-là. Alors c'est des gens qui maîtrisent, hein, c'est des gens qui maîtrisent ce genre de choses-là. Mais aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il y a un problème là-dessus. J'ai pas Ça me semble être l'impression que... une énorme différence entre la France et le Canada aussi. Tu sais, nous, les activations, on est en moyenne autour de 11, possiblement. Là. Puis j'ai vu personne dans les tournois que j'ai fait récemment qui jouait plus que 14 activations dans le nouveau jeu. Là. Alors, je pense qu'on est pareil. Je pense Ok. que juste nos bons joueurs, enfin ça. Disons qu'il y a Ewok, cette liste, voilà, elle est juste infâme à jouer contre. C'est une liste, je pense, qui est mathématiquement. Il y a des choses que Za a vues que d'autres n'ont pas vues sur juste, je pense, des pure maths qui font que si t'as pas suffisamment agi avant X temps, t'as perdu la partie, quoi. Et c'est quelque chose qui est relativement difficile à estimer, à jauger. C'était une autre version, mais il a quand même fait top 8 aussi au Worlds l'an dernier avec ça. Et on a vu émerger aussi, j'ai vu quelques listes, je crois que c'était une 18 ou 19 activations rebelles ou une 21 activations rebelles, je sais plus. J'ai joué contre ça en tournoi, là par contre, là, non merci, arrêtez. Parce que pendant 2h30, j'avais envie de faire autre chose que de jouer à du Légion, quoi. Donc il y a aussi... je sais qu'il y a beaucoup de gens en casu qui vont tenter des listes... à haute activation. Je trouve que c'est pas forcément facile à jouer, sauf si tu es dans des listes que tu arrives à faire en sorte que tu move dodge, tu move shoot, des trucs qui sont un peu no-brain sur lesquels tu vas juste profiter du nombre là-dessus. Mais je pense qu'il y a un facteur fun en fait qui doit influencer. Je pense qu'il y a aussi un facteur, alors je sais pas à quel point ça joue, mais un facteur aussi pression sociale. Hein. Est-ce que tu as envie vraiment d'être cette personne qui ramène cette liste 21 acti quelque part et que tu sais que tous tes adversaires vont passer un mauvais moment. Donc il y a des gens je pense, qui aiment ça, mais je pense qu'il y en a beaucoup, heureusement, qui ne sont pas forcément là-dessus. Je pense qu'en termes d'activation, on se cherche encore hein, sur cette nouvelle version. Je pense qu'il y a des gens qui testent un peu à droite à gauche, il y a pas mal de variabilité. Moi, un des trucs qui m'a choqué en rentrant en France, alors ça n'existe plus aujourd'hui dans Légion, mais moi c'était les bids en fait sur les listes, c'était un truc de fou. Ouais, c'est vrai. C'était un truc de fou. Nous, moi, je savais qu'à si j'allais en tournoi au Canada avec une liste à 792, j'allais avoir l'initiative, enfin, ça allait être mon deck 99% du temps, je le savais. En France, je suis arrivé à mon premier tournoi et les mecs, ils jouaient à 770, 769, quoi. C'est une unité d'Ewok de différence. Et voilà, ça c'était des bids, quoi. Tu vois, allez, ça tournait à 790, t'allais être joueur rouge tout le tournoi. Et du coup, il y avait un gap assez hallucinant pour moi où c'était des points précieux sur des listes et c'était des listes qui gagnaient. Hein. C'était des joueurs qui avaient un plan de jeu, qui avaient une stratégie, et qui, de sacrifier 30 points sur leur liste, ça leur apportait un nombre de pourcentage de victoire qui était beaucoup plus important que une arme lourde ou 2 armes lourdes. Quoi. Donc ça a été un choc. Nous autres, de notre côté, c'était 16, 17, le plus que j'ai bidé pour une liste qui jouait, qui pouvait gagner des tournois sans tirer un seul coup. Rebelle avec R2, un transport, puis un DIN à l'époque. C'était 17, puis j'étais L'an bizarre. passé au World, j'ai amené un bid de 21, si je me trompe pas. Avec Blizzard. Yeah. Ouais. Yeah. Ouais, tu vois, Blizzard, c'était pas assez pour les gens. C'était ah bah ça va quoi. 20 points de bits, ça va. Okay. Mais non, c'était un choc. Je me rappelle, j'en avais parlé avec Nico au début. J'étais mais c'est quoi, c'est fou quoi. Comment je fais quoi. Je peux pas. Moi, ça fait 2 ans que je peux pas lâcher cette arme lourde juste pour récupérer. Il va falloir que je change et que je m'adapte. Et au final, bon, maintenant, c'est plus un problème donc. Non, maintenant tu lances 4 dés d'attaque pour déterminer si tu joues en bleu. Ouais, c'est pour voir si les gens écoutent chaque épisode. Parce qu'on on inclut des running gags là, dans nos épisodes. On est rendu là. Yeah. Puis
au niveau là, des tables, tu as organisé des tournois euh, en, au Québec, tu as vu des tournois en France aussi. C'est sûr que le jeu a changé entre les deux, mais à quel point les tables sont différentes? Donc, c'est quelque chose qu'on a vu souvent, là, les tables, quand on écoute des podcasts comme Das No Moon, tout ça, qui disent ah, tu sais, les tables américaines, ils sont désertes, ils n'ont pas assez de décor, tout ça. Puis ça, c'est de moins en moins vrai avec la nouvelle version, on va se le dire. Mais Vos c'est quelque tables, ils chose ont qui est. 4 pattes, 3 pattes, un pied. Qu'est-ce qu'ils ont vos pattes vos tables de différence, là? Et je sais pas si je suis. En fait, il y a deux facteurs. Il y a le problème des tables, c'est que les problèmes des tables, elles reposent sur des bénévoles. C'est aussi le fait que si on était dans un monde idéal où on avait un stock illimité de décors, je pense qu'aujourd'hui, moi, je blinderais les tables. Je blinderais les tables. Aujourd'hui, tout est fait. Le cover, on s'en fout. Il y a du cover partout, tout le temps. Les trucs, il y a de la mobilité de fou. On a des géonosiens qui sautent. Maintenant, tout le monde peut sauter, tout le monde peut grimper. Pour moi, par rapport à l'ancienne version de Légion, aujourd'hui, on devrait avoir des tables qui sont belles, quoi. Des tables qui sont belles, des toiles. Alors, plus ou moins ouvertes, je suis d'accord, mais aujourd'hui, moi, je trouve que le fait d'arriver en tournoi sur des tables qui sont vides, c'est pas une expérience agréable, quoi. Parce que là, en fait, aujourd'hui, on est sur une telle différence entre des tables que alors peut-être que des gens trouveront que ça fait partie de la stratégie et que en effet il y a des gunlines versus des lignes de mêlée ou des choses comme ça. Mais moi je suis arrivé sur des tournois importants où il y avait trois tonneaux sur une table et tu sais que t'as perdu la partie, quoi. Tu sais que t'as voulu investir dans un utilisateur de la force, t'as voulu faire quelque chose comme ça et que t'es sur un champ de bataille no man's land et que quoi qu'il arrive, la game est perdue. Alors ça, voilà, il y a des gens qui peuvent trouver ça comme étant un choix stratégique, en se disant, bah voilà, il y a des listes qui sont fortes sur des tables ouvertes, d'autres qui sont plutôt là-dessus, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que moi, ce que je kiffe faire quand je joue à Légion, c'est voilà, avoir des belles tables avec des décors, avec des choses où il se passe une bataille à droite et une à gauche, et ici, comment je gère cette allée qui est là, comment je vais là, plutôt qu'on est là, il y a deux bandes qui se lancent des dés, et puis celui qui fait les meilleurs jets de dés, il a gagné, c'est bien. Et du coup, avant, c'était plus compliqué parce qu'avec les objectifs, fallait pas de pièces au milieu, sinon les objectifs étaient injouables. Il fallait, etc. Il fallait faire attention sur des choses. Aujourd'hui, je trouve qu'on est sur une version qui est assez nouvelle, sur laquelle, en fait, ça se prête très bien à des tables qui sont, voilà, jolies, avec une histoire, avec sur Tatooine, un village ici, un truc là-bas. Allez-y, quoi. Je trouve que c'est le moment de mettre des décors, faire des choses comme ça. Et puis peut-être qu'on rendra des unités qui sont un peu moins exploitables, plus jouables dans des choses où elles sont peut-être un petit peu plus protégées, des choses comme ça, quoi. Euh, mais voilà, le gros, ça c'est dans un monde idéal où chacun a des budgets. Alors aujourd'hui c'est un peu plus accessible avec les imprimantes, mais aujourd'hui quand on fait un tournoi, toutes les tables c'est les joueurs qui les amènent, quoi. Donc c'est aussi en fonction de ce qui est dispo, de qui a la bonne volonté de vouloir amener des tables, qui a des choses disponibles. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de variabilité et des choses comme ça. Mais en tout cas, moi c'est mon avis, je trouve qu'on est sur une version aujourd'hui où, allez, let's go, quoi. Let's go. On a perdu là, je m'avance et hot take, mais je trouve qu'on a perdu en fun sur la diversité des objectifs, par exemple, où on a des choses qui sont beaucoup plus monotones. Du coup, allez, compensons faisons de la monotonie sur des belles tables, où au moins on s'éclate visuellement à regarder ce qui se passe et on va réfléchir un petit peu plus stratégiquement à quelle allée je prends, par où je passe, qu'est-ce que je fais. Plutôt que d'être là, genre, bon, bah, j'ai un caillou sur lequel je vais cacher toute mon armée parce que sinon je suis mort T0. Et ensuite, je vois ce que je fais à partir de là, quoi. Tu vois. On va se le dire aussi à Montréal, là, les tournois qu'on organise à la BIS, qu'Éric organise, les tables, là, c'est parmi les meilleurs que j'ai vus là, partout. Là. Fait que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont eu peur de ton histoire, Hugo, de No Man's Land, là, à Montréal, ça arrive pas. Il n'y en a pas. Il y a on est pas de chanceux, problème. c'est aussi des bénévoles, c'est du monde de la communauté qui amène leur table. Puis on est chanceux qu'il y a des personnes qui ont 2-3 tables qui amènent ça. Puis c'est toutes des super belles tables. On est vraiment chanceux. Ouais. Ça prend ça pour avoir des tournois qui ont de l'allure et des belles communautés. Fait que, non, effectivement, nous, on est privilégiés là-dessus. Prochaine question, c'est quoi la méta française selon toi?
S'il y a une méta française, à quoi elle ressemble? C'est une bonne question. Bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, j'ai aucune idée, quoi. J'ai aucune, avec l'annonce qui a été faite, avec les changements qu'il y a eu sur la nouvelle version, plus les changements qui ont été annoncés là j'ai du mal à savoir ce qui a été. Moi, mon impression, en regardant les choses, euh, c'est que l'Empire est mort. Vive l'Empire! L'Empire est mort. Je parle d'un point de vue peut-être de ce que je vois beaucoup passer. Hein. L'Empire qui a connu, moi, pour moi, avant la nouvelle version, c'était la faction la plus polyvalente et la plus forte. Et c'était dommage, c'est qu'en fait, elle avait pris les identités de toutes les autres factions, je trouve. Les Imperial Remnants qui étaient capables de faire de l'indépendant alors que c'était le trait des mercenaires. En fait, ils avaient pris un peu... bref, c'était très fort et ça a pris un sacré coup et c'est un peu ce qui se passe à chaque fois hein, avec ce jeu. Hein, c'est qu'on a des choses qui sont nerfées très violemment. Au début de la nouvelle version, il y avait beaucoup de républiques. Parce qu'elle était juste trop forte en fait. Elle était très létale avec Yoda Bad Batch. La létalité de ça, c'était les Claude Commando qui étaient aussi assez ridicules à leur sortie en termes d'efficacité. En Ça, tu fait, le mentionnes, là, ça fait 2 fois que tu mentionnes Yoda Bad Batch, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que nous, en Amérique, c'était surtout 501st. Comme 12, 13, 14 activations 501st avec Anakin. Fait que je vois que les Français ont été plus vers le Yoda Bad Batch qui faisait attaquer Bad Batch 2-3 fois par tour. Versus ça, t'as-tu vécu ça, toi, de ton côté? moi, je me suis fait éclater par des Yoda Bad Batch. Où en fait tu enlèves 2 activations de la table à chaque tour. Clairement, hein, c'est juste des sauts de dés avec une efficacité et un couvert qui n'existe plus. Qui fait que c'était compliqué. Après, bon, on s'adapte, hein, mais c'était les premières leçons, elles étaient un peu difficiles. Je sais qu'ensuite, ça a switch un peu sur les arcs. Hein, ça a été ça a mis un peu plus de temps à être découvert, mais une fois que les gens se sont aperçus de la létalité et l'efficacité des arcs, on en avait de plus en plus sur la table. Anakin aussi, qui était purement... Alors, je sais pas s'il l'est toujours, mais c'était une ridicule c'est un truc un monstre quoi, c'est genre une vitesse où il te dash toute la table en un tour, donc ça les gens se sont aperçus, on en voyait de plus en plus. Ensuite, on a eu une période, je pense, où ça se partageait surtout entre les séparatistes et la République. Séparatistes faisaient des choses intéressantes avec cette nouvelle version, avec les triples, voire 4 Magna. En fait, je trouve que c'est assez intéressant sur les séparatistes. On est passé beaucoup sur du dé rouge. On s'est aperçu qu'en fait, je trouve que la nouvelle version a creusé un gap encore plus énorme entre les dés blancs et les dés rouges avec le nerf du couvert. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une sorte d'efficacité du rouge qui est encore plus visible en fait au final parce que on a moins voilà, le couvert enlève un peu moins de choses qui étaient tamponnées sur du dé blanc où tu avais toujours des B1 qui survivaient grâce à du couvert. Aujourd'hui, tu peux... Donc ça a un peu basculé sur du dé rouge côté séparatiste. Et on avait quand même, on avait toujours des joueurs empires, mais on avait aussi quand même beaucoup de joueurs rebelles qui méritaient du courage, hein, parce que pour jouer rebelle pendant cette période-là, c'était assez difficile, parce que je trouve que c'était la faction qui était au plus bas hein, en termes de... Et qu'ils sont récompensés aujourd'hui, je trouve, parce que je vois que les listes rebelles, elles remontent, et que c'est des gens qui ont persévéré là-dessus. Donc aujourd'hui, je trouve que ça s'équilibre un peu entre ces 3 factions-là, l'Empire, je pense que on va peut-être attendre que quelqu'un... montre la voie en fait en général hein, c'est un peu comme ça aussi hein, c'est que sur ces jeux-là on a tendance à avoir des gens qui vont réussir à montrer la voie en montrant que c'est possible et faisable et ensuite ça va inspirer d'autres personnes donc ça sera jamais équilibré parce que malheureusement avec ce genre de jeu et c'est comme tous les autres jeux de FIG hein, c'est impossible à équilibrer hein, faut pas se faire d'illusions là-dessus. L'équilibrage ne passera que par l'harmonisation de toutes les armées et c'est un peu dommage quoi. C'est qu'on n'arrivera à équilibrer que si tout le monde fait tout et après du coup ça c'est on n'a pas vraiment de flavor sur les différentes armées donc mais là aujourd'hui ouais c'est difficile de dire qu'est-ce qui va se stabiliser avec tous ces changements avec ces choses comme ça.
voilà, c'est un nouveau jeu. Hein. Moi, je Ouais, trouve que c'est un nouveau jeu par rapport à avant. Et ça prend un petit peu du temps à s'habituer, à découvrir, à faire des choses comme ça. Justement, tu disais, tu l'as dit d'entrée de jeu que c'était plus difficile de suivre la méthode depuis les annonces du 15 avril. Et bah, pour ceux qui ne nous ont pas écouté les deux derniers épisodes, je vous invite à les écouter. On a couvert tous les changements en long et en large. Comment vous avez vécu ça de votre côté de l'Atlantique, toutes le- la chaudière de nouvelles, des positives, négatives? Comment ça a influencé votre communauté, là, les nouveautés du 15 avril dernier? Je pense qu'on reste sur notre faim, quoi. Je pense que moi, j'avais une attente de ouf, quoi. Je m'attendais, je sais pas comment l'expliquer, hein, mais je pense que je me suis monté la tête tout seul. Mais pour moi, euh, il y a plein de bonnes choses qui ont été faites avec la nouvelle version. Moi, j'ai beaucoup joué à MCP, j'ai beaucoup joué à Shatterpoint. Pour moi, c'est des suggestions que j'avais faites. Je trouvais que le jeu avait besoin de deux objectifs en simultané. J'avais besoin qu'on puisse de, c'est à cause de Nicolas avec sa métachute là. J'avais besoin de me dire, tant pis pour celui-là, mais au moins je peux en jouer un autre. Moi, MCP c'est comme ça. Hein. T'as Mm. deux objectifs et tu peux te retrouver avec un objectif qui te défavorise totalement. Tu te dis je vais jouer l'autre, tant pis. Il y a des listes qui peuvent jouer tout, il y a des listes et ça te permet de jamais vraiment te sentir dos au mur dès le début. Malheureusement là dans Légion on n'y est pas parce qu'il y a quand même un objectif principal qui compte beaucoup et un objectif secondaire qui suivant peut compter pour peanuts comme il peut compter pour c'est très variable. Du coup, il y a des bonnes choses de fait. La simplification des règles, je trouve que c'est une bonne chose aussi. L'objectif, c'est quand même qu'on ait des jeux qui soient accessibles, que ça, on n'ait pas besoin d'avoir un bouquin comme ça quand on joue au jeu. Donc, il y a des choses qui sont faites dans la bonne direction, mais mais je sais pas, je m'attendais à un petit peu plus de folie, à des choses. Et là, voilà, relativement déçu en fait par ces annonces-là. Euh, c'est très difficile d'avoir je trouve il y a un peu une, je pense je parle pas pour tout le monde, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de joueurs en France, mais parmi les joueurs que moi je connais, qui sont des joueurs plutôt historiques, il y a un essoufflement en fait. Il y a un truc où, en fait, on s'est rendu compte, mais moi, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait qu'un seul objectif principal dans le jeu, quoi. Par rapport à ce qu'on connaissait avant, où il y avait quand même une variabilité de fou dans comment je récupère l'objectif, qu'est-ce que je dois en faire. Alors il y avait des trucs qui étaient feels bad, hein, otage. Mhm. Tu passais 2h30, t'avais envie de mourir hein, dans un truc où si t'avais pas une liste faite, le mec il prend le truc, il se barre, t'es là genre ça sert à rien cette partie, elle a duré 12 minutes la partie. Donc il y avait des choses, je suis d'accord, qui étaient à régler, mais aujourd'hui je trouve qu'on est sur voilà, c'était bien au début. Là, c'était la nouvelle, on découvre la nouvelle version, c'est cool, c'est fun. Puis après, on se rend compte que voilà, c'est juste capture the point. Et alors, il y en a une où ça bouge. Donc ça, c'est cool, c'est un peu plus dynamique. Mais je trouve qu'à force, quand on joue beaucoup, au bout d'un moment, je trouvais que c'était un peu monotone. Donc je pense qu'il y a quand même une voie qui s'ouvre hein, pour faire des choses, pour aller venir rajouter alors c'est peut-être stratégique hein, de commencer simple, que les joueurs s'habituent, mais j'espère, moi j'attends qu'ils suivent cette voie de se dire maintenant on peut rajouter de la complexité, on peut faire de la, tu vois, il y a des trucs géniaux à faire avec les avantages quoi, faire des avantages par faction, faire des avantages qui sont, tu vois, des trucs et en fait t'as ça et t'as le fait qu'on n'a rien quoi en sortie, on n'a rien. Et je vois des jeux à côté comme Shatterpoint, des trucs comme ça qui ont de la sortie, de la nouveauté. En fait, sur des jeux où tu t'arrives pas à équilibrer, le meilleur remède, c'est comme fait MCP, c'est tu balances de la sortie. Parce qu'en fait, t'as rien qui se stabilise. Donc même s'il y a des T'es choses qui sont... bombardé de nouvelles unités, Ouais, fait que en fait, t'as pas de c'est pas méta grave. parce qu'il y a trop de C'est choses. pas grave. Mais là, en fait, je trouve que... voilà, moi j'ai quoi moi je joue plus que CSI aujourd'hui, hein, parce que j'ai diversifié sur mes jeux et du coup... et en fait, t'as des sorties, genre par exemple, les héros, je trouve que les sorties n'ont aucun impact sur le jeu. Alors, c'est des hot takes, hein, c'est des hot takes, mais en fait, un héros, tu peux en avoir qu'un dans une liste. Tu vois des sorties comme des clones commando commencent à impacter parce que dès que tu peux en prendre 3 voire 6 suivant si c'est des coins ou des trucs comme ça, là tu commences à avoir des choses qui vont vraiment impacter, venir ajouter des fonctionnalités. On l'a vu avec les deux sites là, les deux impériaux là, où tout le monde les a hypés comme des fous là pendant 6 mois où ça a été annoncé. Je les ai
vu une fois dans une table, dans un truc casu, quoi. C'est beaucoup plus difficile avec des héros d'avoir des impacts qui sont... Et je trouve qu'en sortie, en ce moment, voilà, moi qui joue qu'une seule faction, alors les gens qui jouent plusieurs factions, ça va, il y a quand même des choses qui sortent, mais tu vois, les crabes, ok, quoi. J'ai des spiders sur mon étagère, j'ai des Droideka, j'ai un crabe, quoi, qui est un petit peu, voilà, il a une forme un peu différente. Alors, ok, mécaniquement, il défend en rouge, il a Scout 1 qui est cool, mais en fait, je trouve que ça manque un peu de... Est-ce que tu joues les Aqua? Alors, les aquas, je les joue. Ça me fait chier de les jouer. Ça me fait chier de les jouer. Moi, je trouve ça nul. Je trouve ça nul que y ait pas de thème. Il y a rien. Ils ont rien d'un peu Star Wars, quoi. Ils ont rien de, je sais pas comment dire. C'est un muant qui tank. Voilà. Aqua, il y a rien. Alors, c'est compliqué de mettre un truc par rapport à l'eau. Mais t'aurais pu mettre un truc par rapport au décor, au terrain difficile, je sais pas, trouver un truc thématique. Là, c'est vraiment, tu vois, insérer un bloc vide qui va remplir un rôle de mur, d'armure, truc. Et voilà. Et c'est, tu vois, c'est les géos. Putain, j'adore les géos. Moi, je joue les géos. Moi, je suis un fou qui va en Star League, qui va en tournoi avec des géonosiens. Parce que les géonosiens, je les trouve thématiques de fou, quoi. C'est des bestioles qui sautent, qui font des trucs. Des fois, quand tu arrives sur un tournoi où tu as un terrain à hauteur 3, t'es trop content d'avoir tes géos. Tu les montes là-haut, tu prends des photos, t'es genre, c'est trop bien, putain, à hauteur 3. Et là, ils avaient une... Et puis, tu vois, j'espère que la Battle Force Géonosien sortira un jour, parce que là, il y a un thème, il y a un truc, et ça me fait kiffer, tu vois. Les B1, ils me faisaient kiffer à la sortie du jeu, ce côté, tu fais une chaîne, ils sont tous les uns, c'est vachement thématique, il y a eu des héros au début, et je trouve que là, sur ces sorties-là, on est là sur des stats, quoi. On est sur des mathématiques de, il est où le trou dans la faction, et je vais créer un truc qui est pas ressemblant aux autres, mais qui va... Et c'est les Riot, je kiffe, quoi. Les Riot, c'est pas jouable, mais je kiffe, quoi. Il y a un thème, il y a le côté Dis ça, Marco. C'est jouable. C'est jouable. Les mecs, ils ont des matraques, ils ont un thème, il y a un thème, let's go, quoi. C'est pas grave. Moi, je préfère jouer à un jeu au final qui me fait kiffer, tu vois, où je me dis là, je suis sur des thématiques que sur des trucs où voilà, c'est des stats qui sont là, genre ça irait bien en CSI, c'est une armure qui peut pas, voilà, qui va bloquer la ligne de vue, qui va faire. Et en fait, c'est des trucs qui sont forts. Les aquas, c'est fort. T'es obligé de jouer aujourd'hui, tu vas en compète, je trouve que t'es obligé de jouer des aquas. Je pense pas qu'il faut désespérer non plus. On s'entend qu'il y a eu beaucoup moins de releases dernièrement et il y en a moins dans les prochains mois parce qu'ils ont fait tout cet effort-là d'amener la nouvelle version, de tout reprint les vieilles choses qui avaient été faites par FFG. Maintenant, c'est eux qui ont repris ça, donc ils relancent vraiment toute la ligne Légion. Mais dans ce qu'ils ont annoncé qui s'en vient à moyen terme, il y a quand même des choses vraiment épiques. Puis pour CIS principalement, les là, bikes, Grievous, là, avec les Grievous. bikes, là, ils ont annoncé la Battle Force de bike éventuellement, comme il y a des affaires très thématiques. C'est sûr qu'on n'a pas vu les stats, on sait pas de quoi ça va avoir de l'air, mais juste de voir ce genre de miniatures-là qui sont out there, vraiment différentes, c'est cool. Mm-hmm. Moi, je suis d'accord, hein, et je pense que ça, c'est juste, en ce moment, c'est compliqué. C'est juste ça. C'est qu'en ce moment, on joue tous un petit peu à autre chose, on attend le creux de la vague, on attend que ça passe. Moi, il y a un truc qui m'a hypé de fou, et c'est un truc que je pourrais jamais jouer, c'est pas dans ma faction, mais c'est quand j'ai vu la boîte avec Moff Tarkin. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, on a besoin de personnages de support. Donnez-moi, je sais pas, des Jabba le Hutt, des trucs qui sont pas faits pour se battre, qui sont là juste un truc que je place sur une table, mais qui vont apporter plutôt un aspect stratégie, des cartes de commandement peut-être fortes, des choses de soutien qui sortent de l'ordinaire. Et d'avoir vu cette boîte avec Tarkin, Throne, etc., ça me dit peut-être qu'ils vont aller dans cette direction, d'avoir des personnages un petit peu plus comme ça. La bonne nouvelle aussi, c'est que tu vas pouvoir en faire dans pas long avec les customisables. Attention. Non, mais ouais, mais quand on me retire des boîtes que j'ai sur l'étagère juste pour pouvoir me vendre cette boîte-là qui sort, c'est ça qui m'embête, tu vois. Mes Tactical Droids qui deviennent obsolètes pour que je rachète la boîte du Tactical Droid customisable. Toutes les cartes vont être en print-to-play, comme tout ce qui sort. Fait que tu vas pouvoir garder un de tes Super Tactical Droids puis l'utiliser comme étant le nouveau customizable. De toute façon, Kalani, c'est le meilleur. Fait que tu n'avais pas aucune bonne raison de jouer le Super Tactical Droid normal. Là.
Mais Et c'est du coup, intéressant de voir qu'on passe, toutes les communautés dans les deux pays passent un peu au travers un peu des mêmes étapes de déni, de déception, de joie, tu sais, et d'espoir vers le futur. On n'est pas si différents. Est-ce que vous aviez d'autres questions pour Monsieur Hugo? Vu le temps qui est, moi, je pense qu'on pourrait passer à la prochaine section. Puis j'invite en fait là, nos auditeurs à poser des questions en commentaire s'ils veulent avoir des questions sur comment ça se passe en France, comment ça se passe c'est quoi les enjeux de créer une communauté pendant la COVID, c'est quoi les enjeux de changer de pays, puis de te recréer un nouveau groupe peut-être de jeu. Puis peut-être qu'on pourra faire un follow-up pour avoir les réponses de ces questions-là en commentaire lors de notre prochain épisode. Je vous invite les auditeurs à discuter entre vous aussi. On sait qu'on a à peu près autant de Français que de Québécois qui nous écoutent, donc n'hésitez pas à ouvrir la discussion entre vous. Puis, Oui, puis ça nous ferait plaisir d'éventuellement inviter des gens de d'autres pays qui ont des communautés de Légion. Je partage nos publications sur un groupe de joueurs belges. Ben, ça va me faire plaisir si un de vous veut se porter volontaire puis venir nous jaser. Puis s'il y a d'autres communautés francophones ailleurs, n'hésitez pas. L'invitation est lancée. Parfait. Alors, pour le prochain segment, j'ai rassemblé plusieurs avis sur plusieurs objectifs. Donc, je vais vous les lire. Il y a pour les 6 objectifs primaires. Vous allez juste me dire rapidement d'accord, pas d'accord. Je sais qu'il y a plein de variables, ça dépend de l'armée, ça dépend de ci et ça, mais dans l'ensemble, vous voulez me dire si c'est d'accord ou pas. Et après, petit argument pour chaque personne. Aussi simple que ça. Mais ça vient qui, ces commentaires, là, pour C'est mettre ce les que j'ai vu gens, sur Discord, ce que j'ai entendu en général. OK. Fait que finalement, on commande du gossip. Exactement. C'est par osmose, là. C'est des commentaires par osmose. Exactement. Donc, on va commencer par Shifting Priorities. Alors, je peux me permettre de ne pas scorer le milieu de tour 2 pour que l'objectif vienne à moi. D'accord ou pas d'accord? On commence par Hugo, tiens. Je sais que ça fait dur parce que, ouais, ça dépend si et ça, mais essaie de... Tu dis, je score les 2 proches de moi et je laisse le 3e, c'est du mieux, venir à moi. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? moi, je suis pas d'accord. Ok. Après, on fera l'argument. Eric? Moi, j'ai pas d'opinion, parce que j'ai joué 2 fois Shifting Priority. C'est celui que j'enlève souvent. Là, je commence à jouer des listes rebelles avec plus d'activations, là, mais souvent, j'avais pas les activations pour courir après ça. Fait que je laisse les autres commenter celui-là. Ok. Jesse? Je suis d'accord. D'accord. Marco? moi, je suis pas d'accord. Pas d'accord. Ok. Moi, je suis pas d'accord non plus. Hugo? Pourquoi pas d'accord? En fait, à un moment, ça va faire des allers-retours, quoi. Ce point du milieu, forcément, suivant si tu attends le tour d'après pour le scorer, il va repartir dans l'autre sens. Donc il y a un peu ce côté de se dire. Après, je suis d'accord, hein, tout dépend des listes, tout dépend de pas t'exposer ou des choses comme ça. Mais si vraiment ta stratégie c'est de batailler pour ce point du milieu, bah autant commencer à prendre des points là-dessus. Si tu as une stratégie de dire le point de milieu je le laisse tomber et je vais aller chercher ailleurs, là on parle d'autre chose, quoi. Mais Moi, je suis d'accord parce que si je te laisse celui du milieu, je peux prendre 3 ou 4 autres points ailleurs. Puis, c'est ça. C'est ça, il n'y a pas de problème. Là. Dans shifting, les points valent tous la même chose. Si t'en prends 3, l'autre en a 2, t'es correct. C'est ça. Marco? Ouais, ok, je comprends ce que Jesse dit, puis je suis d'accord, puis j'allais venir à ça justement que si t'abandonnes complètement le centre dans le but qui va venir plus proche de toi, t'es mieux en maudit d'aller chercher un 3e point quelque part d'autre. Parce que moi je pense qu'il faut pas l'abandonner celui du centre. Si t'as les deux de ton côté facilement, puis que t'as accès à celui du centre plus facilement qu'un des 2 autres qui sont un peu plus loin, vas-y pour le centre. C'est important de prendre le lead puis de mettre la pression sur ton adversaire le plus vite possible, je trouve. Mm-hmm. Toujours. Vous avez tout dit, les gars. J'ai rien à dire. Tout dit. Next question. Sur Breakthrough, c'est mieux de se concentrer sur un flanc avec la majorité de ton armée et seulement laisser 1 à 2 unités sur l'autre flanc. D'accord ou pas d'accord? Hugo?
Alors, quand tu dis c'est mieux, c'est dans plus de 50% des cas? Ouais, on va dire en C'est une général. bonne règle. Je dirais non. Non? Ok. Pas Eric? d'accord. Moi, moi, je pense que ça vaut la peine. Ouais, moi, je pense que ça vaut la peine. Ok. Ouais, j'ai élaboré après, là, mais Jesse? oui. Moi, je suis d'accord aussi avec ça. T'en prends la... Marco? Oh boy. Celle-là dépend tellement des Ouais, il y a listes. plein de Parce que C'est pas ça facteurs. qu'on a on va posé faire- comme question. Ah non, je sais. Marco! Je sais. C'est quoi pour contredire, je vais dire non. Non, je suis pas d'accord. Moi non plus, je suis pas d'accord. Donc, Hugo, vas-y. En fait, moi, je parle plutôt de l'objectif de me dire quand je vais jouer ça, je divise en deux. 50-50, comment j'équilibre. Et en fait, ça, c'est mon postulat de base, c'est ça. Et ensuite, suivant la liste de mon adversaire et comment le début du déploiement a lieu, je peux basculer dans le truc de me dire, allez, là, je focus et je suis là-dessus. Après, oui, la deuxième, en fait, ça va dépendre vraiment de ta liste. Si t'as des choses, des speeders qui peuvent aller chercher direct, tu peux bait le mec, en mettant tout d'un côté et à la fin. Mais s'il le voit venir, je trouve que c'est risqué, quoi. C'est tout. Ok, parfait. Eric? Ben, moi, pour avoir rarement gagné ce scénario-là, en ayant essayé de séparer mon armée, je trouve que mes parties où je mets presque tout d'un côté, puis que l'autre côté, c'est juste là pour soit le ralentir pour qu'il ne vienne pas contester mon point trop vite, ou que moi-même, j'ai une unité assez soit rapide ou résistante qu'elle va annuler son point, il va m'annuler le mien, mais je gagne l'autre, puis je domine l'autre côté. Je vais préférer faire ça. Particulièrement si j'ai plein de petites unités pas fortes ou que je joue juste désactivation, mettons. Parce que c'est trop, je trouve ça trop dur de séparer. Parce que là, à ce moment-là, ça dépend tellement. Si leur adversaire fait aussi du 50-50, ben là, ça devient c'est deux mini-batailles de est-ce que ma force est suffisante là? Puis est-ce que je me suis placé d'une façon que je peux perdre des deux côtés ou on va en gagner juste un, puis là, la chance prend plus le dessus. J'aime plus ça. Là. J'aime ça. Je vais vraiment essayer de deviner à quelque part. Puis si je suis capable d'avoir des unités flexibles, de dire, eux sont supposés aller à la gauche, mais ils sont sur ils vont, mais à moitié, puis qui sont capables de bifurquer, comme j'ai fait avec des LAT, par exemple, ou des Landspeeder rebelles. Ben là, tu dis, OK, je m'en vais supporter l'autre barre, puis on commence à mettre de la pression. Ok. Jesse? Moi, comme j'ai dit dans le dernier épisode, je fais toutes mes listes avec un plan dès le début. Fait que souvent, je déteste Breakthrough. Je déteste cet objectif-là. Par contre, j'ai jamais perdu encore. Okay. J'ai pas encore perdu une seule game de Breakthrough depuis que le jeu existe. Mais toutes les listes que je fais, j'ai à peu près souvent deux corps d'à peu près 350 à 400 points que je peux me faire. Ça, c'est une équipe, ça, c'est l'autre équipe. Puis le reste des 200 à 300 points qui restent, c'est mes variantes. Fait que là, j'ai mets pour match mon adversaire. Fait que si mon adversaire, il commit hard d'un bar, là, mon équipe variable peut aller de l'autre côté puis contester contre lui. Fait que là, j'ai petite équipe contre petite équipe, grosse équipe contre grosse équipe. Puis c'est sûr que ça dépend de ce que tu joues. T'sais, la dernière fois que je jouais Breakthrough, je jouais Ahsoka puis Luke. J'ai envoyé Ahsoka puis Luke du même côté. Ils ont pris le côté. Puis de l'autre côté, il y avait Lando, 2 ATRT, puis 2 Rebel Troopers tout nus qui ont juste existé là pendant 2-3 tours. Après ça, ils sont partis, puis ils ont laissé le point à mon adversaire, puis j'ai gagné parce que j'avais tout son argent de l'autre côté. Donc ça dépend vraiment de ce que tu joues. Mais overall, de commit d'un bar, il faut que tu le fasses parce que si tu splits 50-50, ça va pas bien marcher. Marco? Ouais, je regarde tout a été dit encore. Non, mais j'étais tellement partagé sur celui-là de base. Ouais, je trouve trop dépendant des listes pour vraiment avoir un vrai avis définitif dessus. Mais je tiens à dire que Breakthrough, personnellement, je trouve que c'est l'objectif le plus difficile à jouer. Si tu fais un mauvais split tour 1, tu peux déjà avoir perdu la partie. Autant le jouer sur 2 tables différentes au final, ce sera peut-être plus simple. mais après ça dépend de tes listes parce que si t'as énormément de mobilité,
ta mobilité n'est pas prise d'un bord de la map, elle est capable de se rendre de l'autre côté puis d'aller supporter. Au World, je jouais deux Gav Tank, c'est tellement rapide. Je dirais le meilleur exemple que je peux dire de ma mentalité, aller voir la game de Isaiah contre c'était contre qui? Il a joué Breakthrough contre un des joueurs rebelles qui jouait 2 Airspeeder. Ouais. C'est une des meilleures games de Breakthrough que j'ai vu streamer en ligne. Là. Isaiah, il a joué ça comme un dieu. C'était top-notch, son split d'armée avec ses ISP d'un côté avec son commando, puis le reste de l'autre bord. C'est comme ça qu'on joue Breakthrough, d'après moi. Parfait. Close Pocket. Je ne veux jamais jouer ce scénario si je n'ai pas de Jedi avec Force Push. D'accord, pas d'accord. Hugo. Alors, personnellement, je suis d'accord. Après, si j'étais pas juste par expérience, parce que c'est un scénario que j'arrive pas trop à perdre dessus avec le type de liste que je joue. Et je joue pas de Jedi. C'est peut-être lié, en fait. Allez, on va dire je suis d'accord. Hein, okay. Eric? Non, moi, je suis pas d'accord. Pas d'accord. Jesse? T'as pas besoin de Force Push pour gagner ces Close the Pocket. Marco? Exact, pas d'accord. Parfait. Hugo? Argument? Tout est vraiment... c'est des arguments qui sont liés à l'expérience et aussi à la liste en face, en fait. Après, sur l'argument... Moi, j'ai pas vu une seule fois une game quasiment où il y avait un force push depuis la nouvelle match. Ah ouais. Dans les listes sur lesquelles on joue, nous, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui ont décidé d'activer le coup de force push. Donc c'est pas ici au Québec ou en Amérique du Nord, il y en a beaucoup de force push. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Oh ouais. Sur les grosses pistes, sur Dooku, Luke, Vader, même Anakin. J'imaginerais pas jouer Yoda sans Force Push. Mais j'imagine jouer Yoda. Il y a des listes Yoda. Ayez pas peur. Ça existe. On a vu quelques-uns sur des Dooku qui en étaient. Mais c'est vrai qu'en termes de ça a été le jour et la nuit. Hein, après, ça c'est normal. Hein, ça, vu le nerf que le truc a pris, c'est sûr que les gens hésitent. Plus 30 points. J'en vois pas tant que ça en fait aujourd'hui. Après, voilà. Bon, je pense que mon argument, il y en a pas vraiment. Hein, c'est que je joue des listes sans utilisateur de la force. Donc je me dis que quoi qu'il arrive, peut-être qu'il faudrait un utilisateur de la force pour le jouer, et peut-être que ce serait mieux s'il avait force push, mais je suis d'accord. Pour moi, aujourd'hui, l'impact de force push, je me sens plus obligé de le prendre. Peut-être que j'ai tort, peut-être que les gens ont raison de le prendre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça se joue beaucoup plus sur d'autres choses que sur le fait de déplacer une unité sur un objectif. Ok. Eric? Ah oui, parce que ça reste un outil très performant et pertinent, un force push, mais on n'est plus comme l'ancienne mission c'était quoi? C'était key position ou c'était à la fin de la partie, il y a 3 points en jeu, puis là, c'est une question de timing, je te tasse, c'est fini, j'ai compté mes maths. Là, c'est, ben oui, ok, tu peux me tasser, tu vas avoir l'avantage, mais je peux amener une activation de plus, puis on peut s'égaliser. Je peux aussi te laisser le point du milieu, prendre les deux autres. Je peux envoyer des véhicules que tu pusheras pas. Qui vont, tu sais, moi, avec mon armée avec 2 lattes, là, les 2 lattes dans le milieu, tes force push pas, ils sont là. Tu peux même pas les couper. Non, moi, je pense que c'est juste, ça aide. Si tu veux faire un rush vers le milieu avec un Jedi, un Force User, oui, ça va être un bon outil. C'est-tu nécessaire? Pas d'autre. Ok. Jesse? Ouais, Close the Pocket, c'est un objectif que tu joues si t'as une bonne gunline que tu veux tirer, puis que tu as quelque chose de résistant. Force Push n'a pas rapport vraiment avec le reste. Hein. Oui, Force Push a plus d'effets parce que tu as 3 objectifs. Fait que c'est plus. Mais en même temps, je trouve que c'est un argument qui est un peu faux à lui-même parce que vu qu'il y a moins d'objectifs, tu vas avoir plus d'activation autour de chaque objectif. Fait que je préfère de loin un Force Push sur un shifting position où je peux avoir un Jedi qui va être contre tes 2 dudes, puis qui va tasser un de tes 2 dudes pour qu'on score pas. Je trouve que plus que t'as d'objectifs, plus que Force Push, il va être efficace parce que tu vas avoir plus de split. En termes de pourcentage, il va être meilleur. Okay. Marco? Si tu joues bien et tu es en train de gagner à l'attrition, est-ce que le force push d'enlever une unité du point va faire
énorme différence. Ça peut, si la game est extrêmement serrée et ça se joue au même nombre d'activations de chaque côté, oui, le force push peut faire la différence, mais je sais pas, comme dit Eric, surtout que les véhicules score maintenant, tu peux mettre des véhicules dessus. Il y a plein de listes avec des gros véhicules aussi qui peuvent bloquer le point central. Comme ça, c'est. Tu joues d'un tank, tu joues des lats, tu joues des affaires qui ont des grosses bases. Je trouve que ça peut quasiment avoir plus d'impact qu'un force push pour un objectif comme ça. T'as un force push, tu vas tasser une activation, mais si tu l'aurais permis, t'aurais toi une activation de plus dans ta liste. Fait que... Et force push, on comprend pourquoi ça a augmenté de techniquement 10 points. Parce qu'ils ont baissé les Jedi, tout sauf les Inquisitors de 20 points. Toujours les mêmes. Voilà, je suis d'accord avec ce calcul. Fallait que je le dise. Oui, c'est fort. Il y a une raison pourquoi c'est 40 points comme upgrade, mais c'est pas juste. Faut pas que tu comptes juste là-dessus pour gagner. C'est pas parce que t'as 2 force push dans ta liste que tu gagnes toutes les parties. Là. Faut quand même que tu saches jouer. Oui. Parfait. Sur Intercept Signal, il ne faut pas jouer ce scénario si vous ne pensez pas pouvoir gagner l'attrition. Par rapport au fait qu'on score très peu de points sur ce scénario-là, et que si tu prends en compte que tu scores les 2 points à chaque tour, si tu gagnes pas l'attrition, tu peux perdre. Fais 3 Il y a points à d'autres chaque tour. facteurs. Comment? Je vais faire 3 points à chaque tour. Dans le but. Hugo. Une bonne question, c'est quoi l'objectif secondaire en même temps? C'est pas la question. On joue que Intercept. Il y a plein de facteurs évidemment, mais c'est le trick. J'essaie de réfléchir, mais... Vas-y. Ben, pendant que Hugo réfléchit, je lui donnerai du temps en disant que moi, je pense qu'effectivement, là-dessus, je vais peut-être être plus d'accord avec ce commentaire-là, parce que je l'ai vécu aussi. Oui, tu peux avoir, tu sais, j'ai un plan de match, ok, je vais avoir plus d'unités à droite, je vais avoir mon scanner à gauche, puis je vais envoyer quelqu'un de vite dans le fond, puis je vais faire mes 3 points. Ok, je l'ai fait un tour. Mais ça m'a pris tellement de mouvements, puis de séparer mon monde. Mon adversaire, lui, a peut-être rien fait, mais je viens de perdre 4 activations, puis je t'offrais pas 5 tours comme ça. Tu peux pas. C'est difficile. Je pense que c'est une mission, effectivement, que tu es mieux d'y aller tranquillement. Mets un truc de chaque côté. Essaie de faire ton point de contestation. Essaie d'affaiblir ton adversaire, puis quand tu auras la chance, va dans le fond, mais va pas trop vite parce que tu vas te faire ramasser. Ouais, je suis d'accord. Hugo? Désolé, j'ai fait mon argumentaire. Non, c'est parfait. Je n'ai pas écouté les règles. C'est surtout, moi j'ai une vision un peu biaisée, mais j'ai l'impression que l'attrition elle est tout le temps importante en fait au final. Il y a un côté pour moi de voir les choses fondre, surtout sur des trucs mais c'est parce que je joue des listes qui sont ultra fragiles, hein. Les Géonosiens, c'est quand même quelque chose. Donc en fait j'ai tout le temps tendance à me dire comment je joue autour de ça. Mais en effet, particulièrement sur des choses comme Breakthrough, où on s'est dit là-dessus, je peux réfléchir à envoyer stratégiquement une petite boule de Géonosien qui va réussir à bloquer un truc tout seul de manière un peu... Mais là, sur celui-là, c'est un peu plus compliqué de faire des folies et ensuite de devoir subir pendant tout le reste de la game. Donc je suis assez d'accord avec Eric. Ok. Jesse? Moi, je pense que l'attrition, c'est sûr que Intercial compte, t'as moins de points que tu peux faire maximum. Tu peux en faire juste 3. Tu peux. Le 3e, il est très difficile à aller chercher. Fait que oui, je pense que c'est important de gagner l'attrition, mais je pense que c'est pas forcément ça le point qui va te définir. Fait que pour jouer au jeu, oui. Mais c'est pas ça qui va définir si tu joues Intercept Signal ou pas. Là. Parfait. Marco? Moi, je joue pas Intercept Signal. Si je banne 2 cartes, puis j'ai plus d'options, puis c'est ça, moi je concède. C'est simple comme ça. Pourquoi tu joues pas Intercept? Non, je l'ai pas joué souvent. Donc, c'est un peu comme Eric sur le premier objectif. Je l'ai joué très rarement, puis les peu de fois que je l'ai joué. C'est ça. Manque d'expérience, mais le jeton sur une mauvaise unité qui est pas capable de toffer. Puis,
Fait que c'est ça. J'ai pas un gros opinion tant que je Mais- l'ai pas joué un peu plus. Maintenant qu'on a parlé de faire les règles, on peut aller à la section préférée de Nico. Attends, il me reste 2 à faire. On va les garder pour la prochaine Oh. fois? Il reste combien de temps là? Je cherche. 3 minutes. Ah, fuck, ok. Bon, ce sera pour le prochain alors. Ok, donc là, on passe en mode je fixe les règles maintenant. I make the rules now. À présent. À présent, merde, je suis même pas la bonne. Un jour. Alors, on va essayer de se refaire rapidement. J'ai Dean qui a mis un bounty sur Yoda, tiens. Dean, il reste 1 PV. Yoda, il reste 1 PV. Dean tire sur Yoda. Il tue Yoda. Mais Yoda deflecte la wound sur Dean. Est-ce que je score le bounty ou pas? Hugo. On va commencer par toi à chaque fois. Ah non, faut pas me demander ça. C'est ça qui est drôle. C'est correct qu'on n'a rien parié encore. là. En fait, il faudrait regarder dans le timing de l'attaque quand est-ce que la bounty, si c'est, je sais pas le wording exact, si c'est écrit after completing an attack ou pas, et si c'est pas after completing, bah il score pas quoi. Ok. Mais Eric. Bon, c'est trop sérieux comme réponse. Je suis pas en train- Moi, je dis que ça marche parce que je veux que ça marche. Mais Ok. j'ai des doutes aussi, mais je pense. Jesse. Je vais dire oui. Et tu scores. Marco. J'étais pour dire oui. On va dire non. Et du ben coup, non. si vous donnez, j'allais dire T'allais dire quoi, Hugo? Ouais, j'allais dire non aussi, mais Non, effectivement, tu scores pas parce que c'est après l'attaque. Et comme tu Ah. meurs pendant l'attaque, et bah, c'est foutu. Bonne réponse. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire rapidement? Question simple. Est-ce que Wicket peut jouer Sabotage Communication? Je sais pas c'est quoi en français. La pipin des rebelles génériques. Non. Non pour Eric. Je sais pas, j'ai envie de dire non, vu que c'est un mercenaire. Il n'aurait pas accès aux cartes de rebelles. Je ne sais Ouais. pas. C'est ça. Il est dans la faction des mercenaires. Il n'a pas accès à cette carte-là. Moi, ça, c'est mon point. Ça serait mon point. Jesse, Hugo. Je vais dire oui parce que les autres ont dit non, mais je pense que c'est actually... je pense que c'est actually oui parce que ta faction c'est rebelle. Ok. Hugo. allez, je vais faire aussi 50% oui, et je Ouais. me demande si est-ce qu'il n'y a pas un truc avec la carte de commandement de Léa qui lui donne quelque chose? Peut-être pas, mais allez, on va dire oui. Non, effectivement, il ne peut pas. Il ne fait pas partie de l'Alliance rebelle. C'est un mercenaire. Et le petit dernier, c'est... Imaginons que Asajj est emmêlé avec Obi-Wan. Obi-Wan a joué la pipe 1 et il a pris son stand-by, tous ses tokens. Asajj a joué sa pipe 2. Donc la pipe 2 d'Asajj, c'est... Au début de son activation, elle fait un recover gratos. Est-ce que ce recover trigger le stand-by d'Obi-Wan? Eric Ouais. dit oui. Je suis aussi. Jesse dit oui. Je pense que oui. Oui. Nico. Ah, c'est une action. C'est ça. Elle fait un recover action ou elle recover? Recover action. Non, Et je les pense que oui. tokens d'Obi-Wan, il les gagne au moment où tu montes la carte. Pas au début Ouais, du... ouais. Ouais, Ouais. donc... De toute façon, vous que, ouais. Ouais. Effectivement, si tu peux trigger le stand-by sur le recover gratuit. Ça y apprendra. Ah oui. C'est pas recover. Non. Et c'est tout parce qu'on n'a plus le temps. Donc on coupe ça là. Yes. Par contre, moi, j'aimerais ça rappeler, en fait, annoncer. On va introduire une nouvelle section dans notre podcast la semaine prochaine qui est Pimp My List. Pimp My List, fait que si jamais vous avez des listes, là, qu'on n'ait pas juste la liste de Paipito à évaluer pour la semaine prochaine, envoyez-nous-en, ça va nous faire plaisir. Là, on va regarder ça, puis on va voir si on peut vous suggérer des améliorations dans nos humbles connaissances. Mhm. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un pimp, c'est un gentil monsieur dans un suit mauve avec une canne qui fait travailler des femmes avec peu d'éducation. Fait que voilà. J'ai pensé peinturer... J'ai pensé peinturer un de mes squads de Range Trooper comme ça, avec de la belle fourrure léopard autour des épaules, un beau long coat mauve.
Il serait beau. Moi, je pense que c'est un C'est beau cool. défi. Puis si quelqu'un dans nos auditeurs a déjà vu ça, qui nous envoie une photo, on va la partager. Petit rappel pour le mail, plutôt pour les listes, autres suggestions, c'est saint.tds@gmail.com. Et je pense que on se quitte là-dessus. Yes. À la Allez, prochaine. bonne soirée à Merci. tous. Monsieur, à la prochaine. Bonne Tchuss. soirée tout le monde. Allez, Chico, Salut. Drago!